relations entre la presse et le pouvoir semblent aussi heurtées. Hein. Est-ce que vous avez des inquiétudes sur ce plan-là? Bien sûr que j'ai des inquiétudes. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Les syndicats de journalistes ont été formés, ont été très forts, les différentes corporations de journalistes. Et ils ont fait reculer les Diouf, ils ont fait reculer les Wade. Et même Macky. Et Macky quand même a plus ou moins collaboré. Bon, voilà, Macky, bon, voilà, Macky a fait beaucoup de choses. Hein. Bon. Mais cette fois-ci, le fait de dire écoute patron de presse, moi j'ai été surpris. Le président quand même a donné par la suite des, comme on dit, des recommandations qui ont été suivies des faits. J'ai suivi et puis bon, ils ont mis avec le ministre, je pense, des Finances, hein, de l'économie et des Finances. Ils ont bien discuté et puis bon, j'ai entendu le patron, comment il s'appelle, Mamoudou Ibra Kane, qui dit bon, ils sont plus ou moins satisfaits. Donc c'est une très bonne chose, c'est une bonne fin. Pour ça, vraiment, bon, on espère que bon, ce que le président a demandé, qu'on essaye d'avoir des assises et puis de voir les problèmes et de les régler, il faut aller dans le sens des recommandations faites par Bassirou Diomaye Faye et qui sont de très bonnes recommandations de mon point de vue. Alors, Alioune Tine, ce nouveau pouvoir est venu avec un nouveau référentiel de développement qu'il a appelé le projet. Et le président Macky Sall avait mis en œuvre depuis 2013, je crois, au 14, le PSE. Mais eux, ils sont venus avec leur projet. Un écrivain béninois, Olem Belikenom, dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Est-ce qu'on va faire table rase de ce qui avait été commencé à être fait, améliorer les points faits pour continuer? Écoutez, c'est extrêmement difficile la situation dans laquelle se trouve le nouveau pouvoir avec le projet de rupture systémique. Parce qu'en fait, comme on dit, les freins, des fois les plus invisibles, qu'on ne voit pas, et qui sont là pour la continuité, c'est des freins exogènes de mon point de vue, déjà. Vous gagnez les élections, vous faites votre projet, vous vous asseyez pour, comme on dit, l'alternance démocratique, et vous allez trouver les documents de la Banque mondiale et de l'FMI. Je pense que c'est ça. Je pense que parmi les pathologies de la démocratie, il faut quand même signaler les institutions financières internationales avec leur logique néolibérale. Je pense que aussi elles sont nocives pour la démocratie. Enfin, ces institutions sont nocives pour la démocratie. Les recettes qu'ils donnent sont des recettes qui ne développent pas les pays. Ça, il faut quand même le reconnaître. Et il est évident que dans les années 80, 90, il y avait des dénonciations de ces institutions. Mais la malgouvernance et la corruption des gouvernements africains ont fait oublier que vraiment les portions, comme on dit, de la Banque mondiale et du FMI étaient des poisons. Et puis maintenant, il faut aussi, c'est vrai que autant il faut voir comment réformer ces institutions internationales qui ne nous développent pas, qui ne donnent pas de contenu aux alternances politiques, des alternances sans alternative. Voilà. Maintenant, ça aussi, ce n'est pas un combat d'un pays, c'est le combat de toute l'Afrique réunie. Je pense que c'est un peu le combat des BRICS. Je pense que si les BRICS mettent également leur banque en place, peut-être que ça va obéir à une toute autre logique que la logique de la Banque mondiale. De deux, c'est la dette. Moi, je pense qu'on ne travaille pas beaucoup pour vraiment qu'on annule la dette africaine. On en parle un peu, mais on ne revient pas. Mais quand on regarde les problèmes auxquels nous sommes confrontés sur le plan social, quand on regarde les crises, quand on regarde dans les communautés, quand on regarde les conflits que nous avons dans toute la sous-région, ça n'existait pas. Mais ça aussi, c'est l'extrême pauvreté. C'est les fractures sociales, c'est les inégalités sociales qui sont extrêmement profondes. Les inégalités dans notre sous-région, c'est parmi les plus profondes de la sous-région. Donc, toutes ces questions-là, vraiment, ce sont des questions que nous devons discuter pour aussi que les démocraties que nous avons ne meurent pas. Pour qu'en réalité, on ne vote pas pour rien. Parce que vous votez, vous exprimez une volonté générale
Vous exprimez la souveraineté du pays et vous avez un organe extérieur qui vous dit voilà ce que vous devez faire. Ça, c'est aussi une question pour les démocraties africaines. Et même sur le plan international. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la Banque mondiale et le FMI, les institutions financières, mais il y a également aussi ces firmes internationales qui interviennent, qui exploitent les ressources, qui ont des forces aujourd'hui et des influences supérieures aux États. Et quand on regarde le problème de la raffinerie, comment il s'appelle Dangote et le Nigeria, il me semble que ça mérite beaucoup de réflexion aujourd'hui pour dire comment on peut bâtir des économies endogènes et renforcer aussi, comme on dit, nos capitaines d'industrie ici au Sénégal. Parce que pour passer à l'industrialisation, la phase d'industrialisation, ce sont les problèmes que nous avons. Donc maintenant, je me dis, on ne peut pas aussi compter que sur le pétrole, le gaz et les ressources minérales. Il faut compter sur les intelligences africaines pour l'innovation, la recherche. Donc ce sont ces institutions qui risquent d'entraver l'implémentation du projet au détriment de la construction. De mon point de vue, il y a cela. C'est un point. C'est-à-dire que comment s'affranchir aujourd'hui des fourches codines de la Banque mondiale et des institutions internationales. De deux, le projet, si effectivement les Sénégalais ont adhéré au projet, il faut effectivement une véritable énergie sociale qui prenne en charge ce projet. Il faut mettre la société en mouvement. Mais si effectivement on met en place une épicratie pour dire que c'est des experts, on s'enferme dans les bureaux, on dit c'est comme ça que ça va se passer, ça va se casser la figure, comme la plupart des projets qui sont concoctés par des technocrates pour dire que bon, la société, là, elles ne sont pas encore mûres, ils ne peuvent pas comprendre. Non. Aujourd'hui, avec les moyens de communication, avec l'espace public qui est ouvert, très ouvert, je pense que la meilleure des solutions aujourd'hui, c'est travailler dans la transparence, avec une bonne communication avec l'ensemble de la société. Allez, pour terminer cet échange, je voudrais qu'on parle un peu de l'architecture du gouvernement actuel. Alors, je me rappelle en 2011, au plus fort de la contestation de sa troisième candidature, le président Abdoulaye Wade, lors d'une interview avec une chaîne panafricaine qui lui posait des questions sur ses rapports avec ses différents anciens premiers ministres. Il disait que de toutes les façons, un premier ministre, c'est un invité à une table et il doit savoir se tenir. Vous convenez avec moi que Sonko n'entre pas dans ce cadre-là. Ce n'est pas un invité à une table, il doit savoir se tenir. Puisque c'est lui qui aurait dû être président. Le cas de Sonko, c'est un cas inédit. C'est un cas véritablement inédit. Il faut quand même le reconnaître. Hein. Avec Sonko, on assiste, comme j'ai dit, à un décentrement du pouvoir. On n'a pas un hyper-président, mais on a un hyper-premier ministre. Ça aussi, il faut le dire, hein, c'est le résultat des dysfonctionnements de notre démocratie. Hein. Le véritable dysfonctionnement vient de là. On a tout fait pour arrêter Sonko. Il a souffert vraiment toutes les misères pour ne pas être candidat. Mais ça ne peut pas ne pas impacter sur les institutions. Il faut bien comprendre ça. On ne peut pas dissocier à la fois tout le vécu de Sonko et le comportement qu'il a à l'heure actuelle. C'est lié. Maintenant, il faut que Sonko en prenne conscience, il faut que les Sénégalais en prennent conscience et qu'on trouve une solution. Voilà, moi je suis d'accord pour effectivement, quand on a quand même un chef de gouvernement, qu'il gouverne. Mais il faut que ça soit entériné, qu'il gouverne. Et qu'il tire aussi, comme on dit, sa légitimité quelque part. Parce que quand même la légitimité du président de la République au Sénégal par rapport au Premier ministre, écoute, c'est l'histoire d'un décret. Diomaye, quel que soit Alpha, demain s'il fait un décret pour changer, ça change. Voilà, mais en même temps, tu peux tenir un décret et ne pas avoir, si vous voulez, les moyens politiques de ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il ne faut pas souhaiter. Il ne faut pas souhaiter que Diomaye et Sonko soient dans le conflit. Il ne faut jamais souhaiter ça. Il faut qu'ils soient ensemble parce que ça serait une crise innommable au Sénégal. Donc on a intérêt qu'ils soient ensemble. Mais eux aussi,
il faut qu'ils aient intérêt d'être toujours, comme on dit, un tandem. Qu'ils s'entendent très bien, mais qu'ils s'entendent dans le sens de renforcer la République, de renforcer la démocratie, de renforcer les droits humains et de bien communiquer aussi avec vraiment les Sénégalais. Mais on dit la lutte rassemble et le pouvoir divise. À quelles conditions ils peuvent rester ensemble jusqu'à la fin du mandat? Ça, c'est très difficile. Moi, je ne suis pas un devin. Mais à eux, ils ont une responsabilité, je dirais, extraordinaire. Oui. C'est une responsabilité extraordinaire que Sonko et Diomaye, ils ont. Parce qu'en réalité, c'est le couple et le tandem qui a été pratiquement élu. Dans des conditions aussi, il faut le dire, hein, dans des conditions exceptionnelles. C'est pour ça que j'ai dit que notre démocratie est miraculée. C'est une démocratie miraculée. Il faut qu'on fasse avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de raison. Arrêter de faire de Sonko un punching ball. Parce que Diomaye, il a sa responsabilité. Diomaye, il est de Pastef, il est sorti de Pastef. Ça aussi, on ne peut pas du jour au lendemain dire bon, ça c'est fini. Non. Mais il faut que Pastef, le parti politique, ait Diomaye et Sonko. Et il faut que Sonko, qui est aussi, comme on dit, qui a le leadership, sache jusqu'où ne pas aller trop loin. Ça, c'est très important aussi, parce que quand même, c'est toute une culture politique et institutionnelle qui est en train d'être bousculée. Donc, on a vécu une situation anormale, comme on dit, de dysfonctionnement du processus électoral, qui a aujourd'hui des impacts dans les institutions politiques. Il faut qu'on voit où ça se trouve le problème et qu'on essaye de le résoudre et qu'on avance. Alors, vous avez dit qu'il eût été bien que Sonko soit à la présidence comme chef de cabinet, je crois, mais d'autres le voient plutôt à l'Assemblée nationale. Est-ce que justement ça, ce n'est pas une meilleure formule pour qu'il ne soit pas trop proche au point d'avoir des frictions? Moi, je me dis, bon, Sonko, il a son tempérament, c'est pas aujourd'hui que tu vas enlever ça. Il a sa vision, oui. Il a sa stratégie. Oui. Tout ce qui a été fait dans le DPG, c'est pas improvisé. C'est une stratégie politique. Une stratégie politique de radicalisation de la démocratie. Est-ce que c'est adapté au Sénégal aujourd'hui? Ça, c'est un problème que je me pose. Et puis, bon, aujourd'hui, il y a, comme on dit, nos démocraties représentatives sont partout en panne. Il faut voir ce qui se passe en France. Quand même, depuis plus de 45 jours, il n'avait même passé. Hier, je pense qu'il a commencé à former le gouvernement. Et nous sommes une pâle copie de ces institutions. Absolument. Donc, c'est normal qu'on puisse avoir des problèmes et des pathologies démocratiques. Maintenant, c'est par la réflexion, par le débat, qu'on essaye d'analyser pour essayer quand même de dépasser cette situation-là. Bon, je pense qu'ils finiront par s'entendre. Ça veut dire qu'ils marchent, ils vont tomber, ils vont se relever, marcher, tomber, se relever et puis avoir un moment d'équilibre pour continuer. Mais bon... la meilleure formule, ce n'est pas que Sonko soit à l'Assemblée comme président de l'Assemblée nationale? Sonko, président de l'Assemblée nationale, ce serait très bien parce que Sonko, c'est un bon débatteur, c'est un bon politicien. Et agitateur, voilà, et puis ça permettrait effectivement aussi, on aura une bonne Assemblée nationale si on avait un Sonko président de l'Assemblée nationale. Ça, ce serait, c'est vrai, il a de l'autorité, voilà, il a du leadership. À l'Assemblée nationale, Sonko serait effectivement, ça ferait une bonne Assemblée. Et nous avons besoin d'une bonne Assemblée nationale. Vraiment, d'avoir les meilleurs députés. Et il faut qu'on nous fasse une bonne liste, aussi bien au niveau de l'opposition et du pouvoir, pour avoir vraiment une Assemblée qui reflète vraiment le dynamisme et la vitalité de la démocratie sénégalaise.